Dernier point, je vais vous montrer maintenant l'asservissement du cycle du carbone et du climat, qui est une chose importante dans ce qui nous concerne. Alors vous avez ici un diagramme qui vous représente les flux et les stocks de carbone sur Terre, avec en noir la situation telle qu'elle se présentait avant que les hommes ne fassent quelque chose au climat, et en rouge les modifications qui sont intervenues au milieu des années 90 par rapport à la situation pré-industrielle. Alors ce que vous dit ce graphique, c'est que par exemple en situation pré-industrielle, l'océan échange du carbone avec l'atmosphère. Pourquoi ça? Parce qu'il se trouve que la capacité à dissoudre du CO2 de l'eau de mer est plus élevée quand l'eau est froide. Donc partout à la surface de la Terre où vous avez des courants qui refroidissent l'eau, vous avez un flux descendant de CO2. Donc par exemple le Gulf Stream est une pompe à CO2, enfin la dérive nord-atlantique plus exactement, est une pompe à CO2. L'eau se refroidit en montant vers le Groenland, elle pompe du CO2. A l'inverse, le courant du Labrador, qui est un courant qui vient du nord, froid, et dont l'eau se réchauffe en descendant vers le sud, ça c'est un émetteur de CO2. D'accord ? Évidemment, le CO2 qui a été absorbé à un moment est réémis à un autre, le système s'équilibre. Vous avez un deuxième flux naturel de CO2 entre l'atmosphère et les terres émergées, qui est le cycle de la végétation. Donc pour croître, les plantes prennent du carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2, mais derrière, les plantes sont mangées, soit par des animaux macroscopiques, vous par exemple, soit par des animaux microscopiques, c'est la décomposition des végétaux morts, et à ce moment, la respiration restitue ce CO2 à l'atmosphère. Et dans la respiration, vous avez évidemment la respiration des micro-organismes. Ce que vous constatez, c'est que avant qu'on tripote le système, les flux sont globalement équilibrés. Donc vous faites ça et ça et ça et ça et le runoff ici, et clac, c'est équilibré. Le runoff, c'est le lessivage par les eaux de pluie. Et puis arrivent les hommes et femmes. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On va faire deux choses. On va déforester et on va déstocker des combustibles fossiles. Dans les deux cas de figure, on va prendre du carbone qui était dans un stock, la végétation, ou les combustibles fossiles, et le coller dans l'atmosphère. Ce faisant, on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce faisant, on augmente la température de l'atmosphère. À ce moment, comme la température augmente, l'eau en surface se réchauffe, et ça, toute chose égale par ailleurs, ça envoie plus de CO2 dans l'air. C'est le processus dont je vous avais parlé au moment de la variation naturelle du climat, en disant quand c'est les paramètres astronomiques qui réchauffent le climat, ça vous envoie du CO2 dans l'air et ça amplifie le processus. Mais dans le même temps, comme vous avez plus de CO2 dans l'atmosphère que dans l'océan en pression partielle, vous allez créer un flux descendant de CO2 de l'atmosphère vers l'océan. Alors il se trouve que, coup de chance entre guillemets, actuellement les deux sont à peu près équilibrés. Mais c'est un coup de chance, parce que l'un vient d'une différence de pression partielle, l'autre vient d'une variation de température. Bon. En ce qui concerne les terres émergées, dans un premier temps, plus de CO2 dans l'air, c'est plus de nourriture pour les plantes. Donc les plantes ont tendance à accroître la photosynthèse. C'est comme ça qu'on accélère le métabolisme des plantes de tomates dans les serres nantaises. Hein. C'est en enrichissant l'atmosphère en CO2. Grâce à quoi 1 kg de tomates de serre nantaise, c'est quasiment 1 kg de gaz. Mais dans le même temps, eh bien, vous avez une augmentation de la température qui favorise le métabolisme microbien et donc la respiration des microbes et donc l'émission de CO2 par les terres émergées. Mais avec le temps, il se trouve que l'augmentation de température va s'intensifier après que le CO2 s'arrête d'augmenter. Et donc à ce moment, vous allez avoir une intensification de l'émission de carbone par les sols, vous allez avoir un affaiblissement de la photosynthèse parce que les écosystèmes vont de plus en plus mal supporter l'élévation de température et le stress hydrique. Et en ce qui concerne l'océan, vous allez avoir une intensification du CO2 rejeté par l'eau dans le même temps que les pressions partielles vont finir par s'équilibrer et donc que le flux descendant va se calmer. Donc ce que je suis en train de vous montrer, c'est que ici vous avez un ensemble de rétroactions positives, vous voyez, qui font que le système a malheureusement une capacité à s'emballer à cause de la rétroaction du climat sur le cycle du carbone. Alors ça finira toujours par s'amortir,
Ça finira toujours par trouver un point d'équilibre, mais malheureusement, le point d'équilibre est susceptible d'être trouvé beaucoup plus haut. Et je vais finir avec les échelles de temps caractéristiques de cette affaire. Vous avez ici une mise en perspective de la façon dont les divers processus dont je vous ai parlé vont s'échelonner dans le temps en ce qui concerne cette affaire. Donc vous avez ici l'évolution dont la manière dont les émissions de CO2 vont évoluer. Vous voyez, elles augmentent, et puis au plus tard, à cause de la limitation géologique des stocks de combustibles fossiles, ça passe par un maximum et ça décroît. Je dis bien au plus tard à cause de ça. Ça peut décroître plus tôt, il faut l'espérer, si toutes les conséquences que je viens d'évoquer ne semblent pas suffisamment appétissantes pour qu'on décide que le jeu en vaut la chandelle. À cause de l'inertie chimique, donc le CO2 est un oxyde, donc chimiquement stable, à cause de l'inertie chimique du CO2 dans l'atmosphère, vous voyez que ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions qu'on passe le maximum de la concentration. Donc au moment où les émissions commencent à baisser, c'est-à-dire au moment où soit vous êtes en stress énergétique, soit on a commencé à faire des efforts, d'un côté ou de l'autre, de toute façon, la première chose que les gens vont voir, c'est que la concentration va continuer d'augmenter. C'est compliqué comme situation. C'est-à-dire vous vous dites, merde, ou bien on est de plus en plus mal, et on voit que la concentration augmente quand même, parce qu'on n'a plus assez d'énergie, ou bien on a commencé à faire des efforts, et ce qu'on voit, c'est que la concentration augmente quand même. Donc dans tous les cas de figure, ça va être une situation un peu compliquée à expliquer. La température va continuer à dériver longtemps après que l'on ait passé le maximum des émissions. Très longtemps après que l'on ait passé le maximum des émissions. Et enfin, en ce qui concerne la réponse des océans et de la cryosphère, les conséquences vont s'échelonner pendant des milliers d'années après que nous ayons passé le maximum des émissions. Alors, je redis ce que j'ai dit au moment où j'ai parlé de l'inertie chimique du CO2 dans l'air. En fait, c'est un système, le changement climatique, dans lequel il n'y a pas de possibilité de guérir. On peut prévenir, on peut s'adapter, on ne peut pas guérir au sens où on ne peut pas supprimer la cause de la maladie. Hein, c'est ça qu'il faut avoir présent en tête. Donc, ce que je redis, même si c'est pas extrêmement sympathique pour la génération éventuellement que vous représentez, c'est que c'est un processus qui va malheureusement ne faire que croître et embellir jusqu'à ce que je meure et jusqu'à ce que vous mouriez, quoi qu'on fasse de toute façon, qu'on travaille pour ces enfants en ce qui concerne l'amortissement des conséquences, mais c'est à cette échelle-là que ça se passe, qu'il faut se garder de penser que ce qu'on ne connaît pas est une absence de risque, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on raisonne, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner en l'espèce. Et enfin, la dernière phrase reboucle avec le premier cours, et elle est absolument essentielle. Une partie significative de votre vie va se passer dans un monde dans lequel l'accès à l'énergie deviendra un problème croissant pour une quantité croissante de zones dans le monde, ce qui veut dire que la capacité de réponse au problème va avoir tendance à s'affaiblir avec le temps. C'est une autre manière de dire qu'on devrait affecter nos moyens à s'occuper du problème tant qu'on en a encore, au lieu de penser que le temps joue pour nous et que demain, on aura des drones, des robots et Dieu sait quoi d'artificiel qui permettra de gérer le problème beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Hein, en fait, comme c'est l'énergie qui est au premier ordre, le proxy de notre capacité à gérer n'importe quoi, si on en a moins, c'est pas malheureusement essentiellement des trouvailles techniques qui vont permettre de compenser ça au premier ordre. Hein, ça marchera pas bien. Voilà, à la prochaine fois.